Bienvenue Startup Grind Mauritius, nous vous recevons pour la 5e fois cette année. Cette fois-ci, exceptionnellement, nous recevons un spécialiste du gros hacking venu de France, à l'île Maurice, pour nous parler du gros hacking. Nous allons connaître les outils et les différentes méthodes. Ne bougez pas, c'est tout de suite. Je suis ravi de recevoir Jérémy Goileau. Jérémy Goileau est un expert en gros hacking et l'un des experts qui a commencé le gros hacking il y a plusieurs années. Et donc, j'ai un peu travaillé avec lui aujourd'hui. J'ai eu la chance d'apprendre pas mal de choses. Et donc, Jérémy, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Donc moi, c'est Jérémy, j'ai 23 ans, je travaille pour la société Spendesk. Donc on est basé à Paris et je travaille avec Aurélien et Vincent qui sont au fond avec les appareils photo comme des groupies qui sont aussi dans la team grosse. Mon parcours, donc j'ai vendu mon premier site internet, je pense à 14 ans, on en discutait à midi. Et après, j'ai rejoint un peu les grosses boîtes où je ne savais pas vraiment ce qu'on voulait faire comme tous les étudiants quand on est en école de commerce. J'ai fait des stages dans des grosses entreprises et après j'ai découvert tout ce qui était le milieu des startups. Je suis parti à San Francisco et je suis rentré en France il y a 2 ans. J'ai rejoint eFounders qui est un startup studio, donc c'est une startup qui crée des startups. Et du coup, j'ai rejoint l'aventure Spendesk au tout début où on n'était que 5 et aujourd'hui on est 50 dans l'aventure. D'accord. Donc, spécialiste du gros hacking, tu peux nous dire qu'est-ce que c'est que le gros hacking? Ouais. Donc c'est un peu un mot très tendance, on va dire aujourd'hui. Pour moi, le gros hacking, c'est avant tout un état d'esprit. Donc c'est de se dire comment on peut faire les choses différemment. Après, dans le gros hacking, il y a quand même le mot growth qui signifie croissance. Donc il faut garder en tête qu'on est là pour ramener du cash à la boîte et créer de la croissance pour la boîte. Donc dans les boîtes de logiciels comme nous, ça va être du cash, du nouveau revenu. Dans les boîtes un peu plus comme le social media, comme chez Facebook, ça va être le nombre d'utilisateurs. Donc c'est vraiment lié à un métrique à la clé pour se dire on va créer de la croissance, on va chaque semaine avoir les chiffres en vert avec un plus et plus il y a de chiffres derrière la virgule, mieux c'est. Donc voilà, sur l'état d'esprit. Après, aujourd'hui, donc au-delà de l'état d'esprit, c'est assimilé à des techniques et des méthodes. Donc il y a beaucoup d'outils, beaucoup de méthodes qu'on utilise au quotidien pour créer cette croissance. Il y a des exemples assez célèbres, je pense qu'on l'a tous déjà vu. C'était au tout début quand l'iPhone est arrivé, quand on envoyait un mail par iPhone, il y avait écrit « Envoyé depuis mon iPhone ». Donc ça peut être considéré comme du gros hacking. Un développeur chez Apple qui s'est dit attends, comment on va faire pour montrer aux gens qu'ils ont un iPhone? On va le rajouter en signature d'un mail et ça est devenu la viralité. Aujourd'hui, il y a même des sales qui l'utilisent, qui rajoutent à la main sur les emails pour augmenter le taux de réponse. Donc ça prouve qu'aujourd'hui, ça aussi, c'est notre gros hacking. Et après, un deuxième exemple que j'aime bien, c'est une société de taxi aux États-Unis qui s'appelle Lyft, donc qui est un concurrent d'Uber où tout le monde utilisait Uber et personne ne connaissait Lyft, qui avait rajouté des moustaches violettes à l'avant des voitures. Je vous invite à regarder sur internet. Donc, du coup, dans San Francisco, il y a tout le monde qui regardait ces voitures avec des moustaches énormes. Et le bouche à oreille s'était fait, les gens prenaient en photo, postaient sur les réseaux sociaux et ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça, c'est le fait d'avoir un esprit un peu différent et de se dire ok, comment on va créer de la croissance en réfléchissant de manière différente, en prenant un outil, en faisant quelque chose d'autre. D'accord. Et comment devient-on gros hacker? Ouais, donc pour le devenir, je pense que c'est déjà par hasard. Enfin, si je prends mon exemple, c'était devenu par hasard. J'ai jamais vu à l'école, on m'a dit comment devenir gros hacker dans les fiches métiers ou ainsi de suite. Je pense que c'est avant tout en étant curieux. Parce qu'il y a des opportunités dans beaucoup d'entreprises. Toutes les entreprises ont besoin de faire de la croissance, toutes les entreprises veulent plus d'utilisateurs, plus de revenus, plus de clients, plus de personnes à leurs événements. Et en fait, elles cherchent souvent, ce n'est pas exprimé comme gros hackers, mais elles cherchent des personnes, soit des commerciaux, soit du marketing digital. Et donc, c'est en rejoignant ces positions qui sont, on va dire, soit dans l'acquisition, soit dans le marketing, soit dans les sales, qu'on va pouvoir avoir une opportunité d'avoir un rôle qui est vachement polyvalent et on va pouvoir travailler sur des problématiques, quoi. Donc pour le devenir, je pense qu'il faut être curieux, assez débrouillard et s'entraîner et aussi découvrir, ne pas hésiter à lire beaucoup de choses sur le sujet. Mais après, c'est vraiment rejoindre une entreprise et le faire pour de vrai, quoi. Donc c'est de se dire, attends, il y a quelle métrique, combien je dois ramener d'utilisateurs ce mois-ci, combien je dois ramener de personnes au prochain Startup Grind et comment on peut faire pour ramener ces personnes-là. Donc c'est rejoindre une entreprise avec. Pour toi, est-ce que c'est un vrai métier ou c'est un métier à devenir? Pour moi, c'est un vrai métier. Je suis payé tous les mois, eux aussi, au fond de la salle. Donc je pense que c'est un vrai métier. Après, le mot gros hacker, je pense que c'est devenu plus une discipline. Donc par exemple, chez Spendesk, on a une équipe qui s'appelle la Growth Team. Notre petit surnom, c'est la Team Rocket en interne. Et on est considéré comme les autres équipes, donc comme le marketing, comme l'équipe tech, comme l'équipe produit, comme l'équipe finance. On est considéré comme une équipe telle quelle. On a différents métiers au sein de la Growth Team. Donc on va avoir des développeurs, front-end, back-end. On va avoir des personnes plus spécialisées en data. On va avoir des personnes spécialisées en tout ce qui est acquisition payante, en AdWords, Facebook Ads, et d'autres personnes plus en marketing.
Donc en fait, il y a beaucoup de profils. On peut tous individuellement être considérés comme des gros hackers, mais on va être plus de métiers là-dessus. Et aujourd'hui, c'est devenu un peu tendance de dire le métier de gros hacker. On cherche tous le mouton à 5 pattes, le mec qui est capable de me faire un site web, d'updater mon WordPress et de ramener 1000 personnes à l'événement. Mais en fait, il y a des personnes qui peuvent le faire, on peut tous le faire, mais à terme, c'est se spécialiser pour… En fait, qu'est-ce qu'il y a dans les gros hackers? Il y a des personnes qui sont très bons en acquisition en ligne, il y a des personnes qui sont très bons dans le produit pour booster la rétention du produit, il y a des personnes qui sont très bons en développement ou en interface et d'autres très bons en data. Donc, c'est plusieurs profils qui aujourd'hui, on met tous un peu sur le mot gros hacker parce que c'est le métier le plus en vogue du moment où les salaires sont en train d'exploser. Donc, ça permet de fédérer autour de ce mot-là. D'accord. Et donc, vous, par exemple, pour rentrer dans le concret, dans l'étude de cas, vous, chez Spendesk, donc, quelle est votre mission de tous les jours? Ouais, donc nous, notre rôle de la team chez Spendesk aujourd'hui, on a une mission qui est d'être le bras armé de la team business. Donc la team business, ça va être tout ce qui est marketing, qui est équipe commerciale et qui est équipe customer success. Et donc pour mener à bien cette mission, on va avoir 3 leviers. Le premier, ça va être d'augmenter le nombre de clients. Le deuxième, ça va faire que nos clients dépensent plus d'argent, donc de booster nos clients, faire que nos clients utilisent au mieux notre plateforme. Et le dernier, c'est parce qu'on est une équipe assez tech, et donc ça va être de travailler sur tout ce qui est la productivité des équipes. Parce que si je fais gagner 2 heures à un commercial, derrière, ça fait gagner de la croissance à Spendesk. Donc c'est ça aujourd'hui notre rôle de manière globale. D'accord. Et souvent, tu parles de lead generation. Donc, comment vous créez du lead generation sur votre cible à vous? Donc, je crois que c'est des directeurs financiers. Ouais. Donc, comment vous les trouvez? Comment vous les sourcez? Donc ça, ouais, c'est la première partie de notre mission, qui est augmenter le nombre de clients. Donc, on a un rôle de lead generation. Donc, ça passe par l'acquisition payante en ligne avec les campagnes LinkedIn, AdWords et tout ce qu'on connaît. Mais nous, 85% de l'acquisition est faite avec du sales. Donc, de l'outbound, ce qu'on appelle, c'est-à-dire c'est des personnes qui n'ont jamais entendu parler de nous et on toque à leur porte. Donc soit dans leur boîte mail, soit dans leur répondeur, soit sur une vidéo. Donc nous, on a divisé en deux ce travail-là. Donc il va y avoir tout ce qui est la grosse team, avec notamment Vincent qui est lead gen manager chez nous, qui va s'occuper de choisir qui on va adresser comme cible, parce qu'on s'adresse à un directeur financier, mais un directeur financier, ça peut être le directeur d'une grande banque ou le directeur d'une petite start-up. Donc ces deux personnes, on ne va pas les adresser de la même manière. Savoir quelle info on a besoin de connaître sur cette personne pour être pertinent face à elle, être sûr qu'on la maîtrise, qu'on sait quelle utilisation elle va avoir de notre produit et comment on va pouvoir l'aider. Et après, ça va être à quel moment je vais interagir avec elle. Donc, est-ce que vaut mieux que je lui envoie un mail? Le mail, est-ce qu'il vaut mieux que celui-ci soit personnalisé? Est-ce qu'il vaut mieux qu'il soit dans sa boîte perso, dans sa boîte pro? Est-ce que je vais lui envoyer une relance par SMS, une relance sur LinkedIn, une relance avec une carte? Donc, nous, on fait des cartes de crédit. Est-ce que je vais lui envoyer une carte de crédit avec un petit déjeuner le lendemain? Donc, tout ça, c'est l'interaction avec les prospects pour les faire devenir clients. Avec le but à la fin, c'est de leur dire on connaît vos besoins, on sait comment on peut vous aider, donnez-nous la chance de vous présenter la solution et on peut vous faire gagner beaucoup de temps et d'argent. D'accord. Et si on rentre dans le détail des outils, quels sont les outils qu'il faut savoir maîtriser? Donc, je pense en tant que gros hacker, il faut utiliser une multitude d'outils. Moi, il y a un de mes outils préférés qui s'appelle Zapier, donc qui vous permet d'automatiser énormément de choses. Le principe de Zapier, c'est qu'il se passe un événement quelque part. Donc, je reçois un mail, quelqu'un visite mon site ou il y a quelqu'un qui m'appelle, et je peux faire une action. Donc ça, on peut automatiser aujourd'hui sur Zapier. Il y a plus de, je sais pas combien, 2 millions d'outils qui vous permettent d'automatiser avec des exemples très précis. Donc il y a quelqu'un qui like ma page Facebook, je vais lui envoyer un email de remerciement. Globalement, ça peut faire plein de possibilités. Et donc là, ça vous donne un peu, parce que c'est ta question d'après sur le code, sans savoir coder, ça vous permet de comprendre le web et d'interagir avec lui avec les différents outils. Il y a Spreadsheet qu'on utilise en permanence parce qu'on manipule de la data ou on manipule des fichiers et ainsi de suite. Donc Spreadsheet, ça vous permet de faire énormément de choses. Il y a tout ce qui va être donc LinkedIn. On utilise LinkedIn aujourd'hui, il y a 500 millions d'utilisateurs actifs, je crois, sur LinkedIn. Donc c'est une base de données énorme dont nous, on ne tape pas trop dedans, mais beaucoup de gens le font. Et ça vous permet d'échanger, de connaître, d'avoir plus de data sur les personnes. Et il y a beaucoup d'outils qui sont plugués à LinkedIn, donc notamment beaucoup d'extensions Chrome ou autres, qui vous permettent comme il y a Clearbit, donc qui vous permet à partir d'une adresse email avoir la photo de la personne, savoir son job title, où elle travaille, sa ville, quelle école elle a faite. Il y a des outils comme Lusha. Lusha, c'est une extension où à partir de ton profil, on clique, on a ton numéro de téléphone perso qui s'affiche. Il y a des outils comme Phantom Buster. Phantom Buster, ça vous permet de faire de l'automatisation. Donc c'est un peu plus technique, mais qui vous permet de dire je vais aller faire automatiquement toutes ces actions sur LinkedIn. Donc je vais aller, dès que quelqu'un s'inscrit sur ma plateforme, je vais aller lui envoyer un message d'invitation sur LinkedIn. Il y a tous ces exemples-là comme outils qu'on utilise. D'accord.
Et donc, en ce qui concerne le code, est-ce qu'un gros hacker doit savoir coder ou simplement quelqu'un qui s'y connaît en marketing peut devenir gros hacker? Ouais, non. Moi, j'ai appris à coder, je pense, il y a 2 ans. J'ai fait un bootcamp de 9 semaines du coup pour être beaucoup plus indépendant. Parce qu'en fait, chaque fois, j'avais beaucoup d'idées en tête, mais dès que j'avais besoin de les réaliser, ben, j'étais limité. Donc, soit j'avais besoin d'un développeur, soit j'étais bloqué et je ne faisais pas l'expérience que je voulais faire. Donc, c'est pour ça qu'on a recruté un développeur en interne chez Spendesk pour plus avoir cette barrière du code. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut avoir un profil technique soit dans l'équipe, soit à côté de soi. Donc, soit c'est un développeur de notre startup qui va pouvoir nous aider une après-midi par semaine là-dessus. Mais au-delà de ça, au-delà de la brique compétences techniques de savoir-faire, il faut savoir comprendre comment le web marche aujourd'hui. Parce que dans le mot gros hacking, il y a un peu le mot hack qui veut dire un peu pirate. Et aujourd'hui, si on veut avoir un peu un comportement de pirate sur Internet, il faut comprendre comment ça fonctionne. Comprendre comment une application réagit, comment la data s'envoie d'un endroit à l'autre, comment on est capable d'aller chercher cette information. Donc je pense qu'il y a des critères un peu de base à connaître pour devenir gros hacker. Tout ce qui est la notion d'API, tout ce qui est la notion de request HTTP, tout ce qui est scraping. Donc ça, c'est des choses importantes avant de se lancer dans le gros et il y a beaucoup de choses en ligne pour le découvrir. Mais on n'est pas obligé d'être un développeur, on va dire, full stack avec 3 ans d'expérience pour être un bon gros hacker, quoi. Tu as quand même pris donc 9 semaines pour savoir coder, rien que pour comprendre ce que vous allez faire pour aller chercher les données. C'était 9 semaines, donc c'est une formation qui s'appelle Le Wagon, qui est assez généraliste, où on vous présente tout du back-office au front-end, avec l'objectif à la fin, c'est de réaliser votre propre projet. Et on a un exercice, c'est de refaire Airbnb en 1 semaine. Donc on est un développeur junior, on va dire, quand on sort de cette formation. Mais pour être honnête avec vous, les 2 choses qui étaient les plus pertinentes pour moi, on a passé 2 jours. Un jour qui était les API, donc c'est de se dire comment les sites web communiquent entre eux, comment la donnée d'Internet marche aujourd'hui, comment le web d'aujourd'hui marche. Donc c'est ça qui était hyper pertinent. Et le deuxième, c'était le scraping. Donc c'est de se dire comment, moi j'ai besoin d'informations, comment je vais la chercher de manière autonome sur Internet. Et donc c'était ces 2 jours de formation qui étaient le plus intenses et que j'ai continué aujourd'hui, qui doit être 40% de mon métier aujourd'hui. Et quel a été ton dernier hack que tu as fait avec ton équipe? Ouais, le dernier hack, c'est assez marrant. Ça va être un bel usage parce qu'on a fait plein de choses. On avait un gros événement à Dublin qui s'appelle SaaStock. Donc, c'est un événement qui regroupe toutes les boîtes du logiciel en Europe, où il y a 3000 personnes. Et pour avoir un stand avec un magnifique kakémono, il fallait payer 15 000 €. Et donc, on s'est dit, OK, on peut payer 15 000 €, mais qu'est-ce que va être le ROI derrière? Qu'est-ce qu'on peut faire de gros pour faire du bruit et que vraiment tout le monde attend de parler de nous et créer énormément de leads? Donc on est parti du principe que Spendesk, on fait des cartes violettes, donc des cartes de Mastercard. On s'est dit on va offrir des cartes Mastercard aux gens et ils auront de l'argent dessus. Et s'ils veulent obtenir le code PIN de la carte, ils iront sur une landing page où on leur demandera leurs coordonnées qui nous permet de créer ces leads, quoi. Et donc les gens ont donné des cartes à tout le monde lors de l'événement. Ils allaient sur le site qui était splurgewithspendesk.com, ils rentraient les coordonnées, ils recevaient par SMS le PIN code de la carte et il y en a qui sont payés de magnifiques restos. Donc il y avait 10 cartes gagnantes. Pas mal à 10 €, quelques-unes à 50, une à 100 € et une à 1000 €. Et donc ça nous a coûté 1200 € au lieu de 15 000 € le stand. Donc ça c'était une partie. Après ça on a rajouté, donc j'aimais bien les moustaches violettes de Lyft. Donc on a fait des cartes géantes violettes aussi qu'on a données à nos sales sur place. Donc ils se trimballaient avec des cartes géantes un peu en mode sandwich. Après il y avait on avait fait de l'acquisition où vous savez sur Facebook vous pouvez targeter à partir de 1 ou 2 km. Et donc, on avait targeté tous les gens qui étaient dans le lieu de l'événement. Donc, dès qu'ils ouvraient leur iPhone, ils avaient la photo d'un de nos sales qui s'appelle Alfie avec une carte géante et qui disait « Trouvez-moi et je vous offre 1000 €. » quoi. On avait détecté de tous les visiteurs qui venaient sur notre site web qui étaient depuis Dublin, donc qui était la ville où on était. On leur a fait un website complètement différent, qui était unique, avec des couleurs un peu plus en mode Dublin et SaaStock, où on leur mettait avez-vous trouvé la carte géante et rentrez vos coordonnées. Et si vous n'avez pas trouvé votre carte, allez chercher Alfie. Et le truc qui a le mieux marché, c'est qu'on avait des faux routeurs Wi-Fi sur nous. Donc en fait, on avait tous un petit routeur Wi-Fi qui avait à peu près 150 mètres de portée. Et en fait, dans tous les événements, le Wi-Fi, c'est une des problématiques. Ça ne marche jamais, personne n'a accès. Souvent, c'est un nom insolite avec un mot de passe, c'est impossible. Et donc du coup, on avait le Wi-Fi qui s'appelait SaaStock Free. Et tous les gens cliquaient dessus, se connectaient, et là ils arrivaient sur une page ou une autre landing page où on leur disait désolé, tu n'as pas de Wi-Fi, mais par contre on peut t'offrir 1000 € pour t'acheter un abonnement. Et du coup on avait des Wi-Fi un peu partout et tout le monde venait nous voir. Et du coup nos sales c'était au milieu, donc au lieu d'avoir un stand, c'était les gens qui venaient sur eux directement. Et le plus marrant, c'est qu'on avait un peu sous-estimé l'alcool et l'effet des cartes géantes, parce que nos sales se sont retrouvés en boîte de nuit avec des cartes de 1 mètre géantes. Et donc il y a eu des photos assez insolites de
personnalité dans le SaaS avec. Je vois que vous êtes plein d'idées, ça il suffit d'un événement pour générer 10 idées. Ouais. Donc par an, vous générez combien d'idées? Et donc c'est une stratégie de Spendesk Ouais, en fait, la stratégie de Spendesk, ça a été de mettre des personnes créatives. Et je pense que tous les gros hackers, ça reste des personnes créatives. Donc c'est d'avoir ces idées et de mettre les ressources, parce que c'est bien d'avoir des idées, mais il faut les réaliser derrière. Et donc c'est pour ça qu'on a fait un effort de créer une team qui a beaucoup d'idées, et avec surtout les ressources pour les réaliser. Après, on a énormément d'idées à l'heure ou à la seconde, je ne sais pas ce que c'est. On a énormément d'idées, mais aussi la force, c'est qu'on utilise l'idée des autres. Donc que ça soit l'idée de, par exemple, nos sales, nos marketing, nos développeurs, n'importe qui en fait dans une entreprise a énormément d'idées, que ce soit le CEO, au stagiaire, tout le monde va avoir des idées. Et en fait, c'est de prendre ces idées-là, d'en faire quelque chose de plus gros, quoi. Donc par exemple, on avait un but, c'était de créer des leads lors de ce salon. Il y avait 1 million de choses à faire. Il y avait Aurélien qui avait regardé une série et qui avait vu qu'il y avait des faux routeurs Wi-Fi. Ça s'appelle Silicon Valley, je crois que c'est l'épisode 4 de la saison 5 où il faut un faux routeur Wi-Fi. Il y avait la carte géante, en fait, on en pensait aux hommes sandwich, on s'est dit mais ça va être énorme. Enfin, il y avait 1 million de choses et on met tout dans ça pour un seul objectif qui est créer du lead lors de cet événement. Et si vous pouvez regarder après, il y a tout le monde a partagé, a tweeté sur nous, a pris des photos géantes avec l'iPhone. Les gagnants, il y en a un qui a mis la photo de son resto, qui s'était payé un des plus beaux restos de Dublin. Donc voilà, ça a créé une viralité derrière avec un vrai succès, quoi. Et souvent, quand on parle de gros hacking, il y a hacking dedans. Ouais. On dit est-ce que c'est légal ou parfois il y a des gens qui sont borderline en faisant des choses qui sont un peu borderline? Ouais. Moi, je suis un peu du côté vraiment hacking du terme, donc moi, je regarde jamais ce qui est légal ou pas. Je pense après on trouvera, parce que de toute façon la loi elle change tellement, surtout avec on n'est pas en Europe donc on peut parler de la GDPR et ainsi de suite. Nous ce qu'on regarde en fait au-delà de est-ce que c'est légal ou est-ce que c'est pas légal, c'est est-ce que c'est moral. C'est est-ce qu'on assume de faire la chose. Est-ce que j'assume de faire une page Wi-Fi? Oui. Est-ce que derrière je fais une fausse page Wi-Fi où je leur dis pas et je récupère leurs données du téléphone? Non. Donc en fait ça va être là la morale, c'est de se dire qui on est, quelle est l'éthique et est-ce que si moi je me sens faire de le faire, que ça soit légal ou pas légal, je m'en fous, tant que ça respecte ce que j'ai envie de faire. Donc tout ce qu'on regarde, on regarde plus, on se met à la place de la personne de l'autre côté. Typiquement, on a tous reçu des mails automatisés où il y a même une faute sur notre prénom, où il n'y a même pas notre prénom, il y a écrit mettre un prénom ou je sais pas quoi. Et donc ça, c'est peut-être légal, mais moi, je ne tolère pas ça. Et donc du coup, c'est de se mettre aussi à la place de la personne de l'autre côté, de recevoir une carte et de mettre ses coordonnées en ligne pour gagner 1 000 €. Ouais, je l'aurais fait et je pense que c'est moral. Et je crois que si on peut, je crois que c'était illégal de donner de l'argent aux gens. Comme ça. Donc légalement, je pense qu'on était border, quoi. On est souvent un peu border, quoi. Ok, très bien. Et alors maintenant, qui sont les entreprises qui embauchent des gros hackers? Toutes les entreprises qui ont des problématiques de croissance. Donc c'est beaucoup d'entreprises. Après, ça va être, pour restreindre un peu, ça va être toutes les entreprises qui sont, on va dire, tech-friendly ou dans le digital. Parce qu'aujourd'hui, un gros hacker, il ne peut pas travailler chez ArcelorMittal et augmenter et gagner 3-4 appels d'offres cette année. Par contre, il peut aider une petite société qui se lance à vérifier si son produit a un marché ou pas un marché, à trouver quelle est sa cible. Il peut aider un site e-commerce à B-tester sa page et à gagner, à faire 20 ventes de plus par jour. Il peut aider une société d'événements à remplir plus de gens lors de ces événements. Donc c'est vraiment, comme il va jouer avec tout ce qui est Internet, ça va être toutes les entreprises qui sont tech-friendly ou digital-friendly, mais ça peut aller de la société de taxi aux événements, quoi. Donc c'est assez vaste. Donc beaucoup d'entreprises et c'est pour ça qu'il y a énormément d'offres d'emploi autour du gros hacking. Donc soit, comme je vous l'ai dit, dans d'autres métiers, mais sinon autour du gros hacking, quoi. Maintenant, pourquoi vous êtes à Maurice? Parce qu'en plus, vous restez longtemps à Maurice. On vous a vu travailler de la piscine hier. Donc, du coup, je pensais que vous avez plein de rendez-vous. Et vous m'avez dit, vous êtes arrivé aujourd'hui au bureau. Vous m'avez dit, Nicolas, on est toute la journée avec toi. Donc dites-nous un peu plus sur ce que vous faites à Maurice. Ouais, j'ai fait un petit post LinkedIn. On a mis une photo de nous avec les ordi dans la piscine pour un peu… parce que j'annonçais à mon boss que je partais à l'île Maurice. Et je pense que dans sa tête, il a eu un flashback. Il m'a imaginé autour de la piscine avec des pina coladas et les ordis. Bon, on l'a rassuré, on a été dans ton incubateur toute la journée, on a été sérieux et tout. Non, pourquoi on est à Maurice? Nous, on a besoin de faire de l'automatisation parce qu'on fait de la croissance, donc on a besoin de faire les choses x10, x100, x1000. Et au bout d'un moment, il y a une problématique, c'est de se dire on n'a plus de temps de le faire. Qui peut nous aider à le faire? Donc on fait beaucoup d'automatisation par le code. Donc aujourd'hui, on automatise énormément de choses. Tout ce qu'on a dit sur LinkedIn, sur les emails, les landing pages et tout ça, tout est automatisé. Mais il y a une grosse partie, 40% de la mission qui n'est pas automatisable par le code. Et donc on s'entoure de freelance aujourd'hui un peu partout, et notamment beaucoup à l'île Maurice, qui nous permettent de faire des tâches à forte valeur ajoutée que le code ne peut pas faire et qui nous permettent d'être scalables, quoi. Parce que Vincent ou à Paris, il nous faudrait 30 mecs pour le faire.
et on n'a pas de place dans les bureaux et on n'a pas de temps pour les embaucher. Donc, comment on fait pour avoir des personnes pour nous aider à ça? Donc, on est à Maurice là aujourd'hui pour recruter, pendant 15 jours du coup, pour recruter 25 personnes à peu près pour nous aider sur divers types de missions. Ça va de la lead génération à l'OCR et au travail sur la data et tout ce qui est scraping. Donc pour nous qui habitons à Maurice, on sait que c'est très dur de recruter à Maurice. Donc est-ce que tu penses créer peut-être une école de gros hacking ou autour du marketing? On en a parlé un peu. En fait, comme on a dit, il n'y a pas de parcours. Donc nous, ce qu'on va leur apprendre, déjà, on va leur donner les méthodes et les outils qui sont le plus importants. Et on va essayer de tout faire pour leur donner le mindset. Et après, bien sûr, on va les accompagner dans ce qu'on a déjà fait. On préfère prendre des personnes qui ont cet état d'esprit et qui ont cette appétence à être curieux et à regarder sur Internet ou avoir déjà bidouillé LinkedIn ou avoir surfé. Et après, on va leur donner nos méthodes et nos process pour qu'ils puissent le devenir et éventuellement faire un workshop, je sais que tu l'as aussi en tête, pour former plus de gens dans ces sujets et pour absorber, parce qu'il y a énormément de besoin de ces profils-là. Je sais qu'à Maurice, il y a beaucoup de personnes qui travaillent déjà dans Internet qui sont très curieux, mais de leur donner un peu plus de méthodes et d'outils pour y arriver, quoi. Donc pour ceux qui nous regardent, c'est quoi les prérequis que tu recherches? Moi, les prérequis que je recherche, c'est toutes les personnes qui sont curieux. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont été curieux dans le web, donc qui ont été regarder un peu les sociétés, qui savent comment utiliser LinkedIn, qui ont essayé de soit pas lancer des business, mais qui ont essayé de set up un Google Analytics, de regarder de la publicité, qui ont déjà essayé de faire des choses sur Internet là-dessus, quoi. Et qui sont curieux d'apprendre plus sur tout ce qui est le marketing digital, tout ce qui est le sales, tout ce qui est l'automatisation, quoi. Okay. Mais le prérequis, c'est d'être curieux et d'avoir envie de découvrir Internet, quoi. En tout cas, je suis persuadé que tu vas trouver tes 20-25 personnes, peut-être pas en 15 jours. Comme professionnel, je pense que c'est difficile de trouver ça. Mais en 3-4 mois, je pense que c'est possible de trouver ces personnes-là. C'est le but, c'est que 2019, on commence l'année 2019 avec une équipe totalement formée, quoi. Super. En tout cas, merci beaucoup Jérémy d'être venu. Je t'en prie, Nicolas. Ce que je propose, c'est qu'on va continuer avec des questions. Parce que je pense qu'on a la chance d'avoir Jérémy et qui est plutôt ouvert à répondre à vos questions. Et il y a pas mal d'experts qui sont déjà dans le web ici. Donc si vous avez des questions, profitez de Jérémy. Ouais, n'hésitez pas, des questions vraiment concrètes sur comment on peut peut-être vous aider avec toutes nos idées. On va commencer avec Florent. C'est pas très concret, mais comment joue le rapport de force chez vous là, entre l'équipe pro, l'équipe produit et l'équipe marketing? Ça, c'est la bonne question. Non, en fait, le rapport de force, on a la chance. En fait, le gros hacking, on va prendre une place différente dans l'entreprise parce que dans le modèle traditionnel, il y a le marketing, les sales, le produit. Et nous, en fait, on touche à tout. Donc, on va interagir. Un jour, on va faire du produit, un jour, on va faire du marketing parce que nous, on a un objectif et peu importe le chemin qu'on va emprunter, on a besoin d'atteindre cet objectif-là. Donc, moi, j'ai la chance d'être là depuis le tout début de Spendesk et donc d'avoir une relation particulière avec la personne qui gère le produit et la personne qui gère l'équipe marketing. Après, il y a des parties du produit qu'on n'a pas le droit de toucher. C'est des parties très sensibles, tout ce qui est lié au paiement. Donc nous, on est dans le paiement. Donc si je casse quelque chose et que mes utilisateurs ne peuvent plus payer, je suis vraiment mort. Ou si quand ils exportent leurs données, elles sont fausses, là, je suis mort aussi. Donc j'ai ces parties-là, je sais que je n'ai pas le droit de toucher. Et après, c'est de la communication. Donc souvent, c'est le plus dur, mais c'est de se dire, moi, je vais travailler là-dessus et pour ça, pour ça, pour ça. Donc c'est bien communiquer et être transparent sur quoi on travaille. Parce qu'on est souvent la grosse team, donc les mecs qui touchent à tout, qui peuvent tout péter et qui travaillent sur tout. Donc c'est leur montrer, leur dire de venir, leur montrer et les impliquer surtout dans tout ce qu'on fait, quoi. Après, c'est du relationnel et surtout de la bonne communication, quoi. Donc il n'y a pas de directeur qui est trop gros Non, je pense que notre CEO aime bien qu'on reste les créatifs pour lui, il aime bien les idées folles et on partage que les idées qui marchent comme ça stock et on cache un peu ce qui marche moins bien. Donc il aime bien, il voit. Après, souvent dans les entreprises, ce qu'ils aiment bien, c'est que nous, notre résultat est, on va dire, immédiat. C'est-à-dire que par exemple, un événement, c'est dans 2 semaines, soit on se rate, soit on réussit. Ou là, un produit, en fait, ça va être un positionnement sur 6 mois, sur une fonctionnalité qui va mettre 9 mois à développer. Donc nous, en fait, on a la chance de travailler avec un résultat beaucoup plus court et donc prouver qu'on est efficace très rapidement. Mais après, ça peut déranger les autres personnes, notamment où typiquement, on a Aurélien qui est gros ingénieur, donc un développeur full stack, qui travaille sur un jour faire des faux routeurs Wi-Fi, le lendemain sur mettre à jour notre extension Chrome, le jour d'après travailler sur la base de données, où tu as peut-être un développeur pendant 6 mois qui va travailler sur la même fonctionnalité. Donc tu peux avoir cette frustration au niveau des autres personnes dans l'entreprise de faire un peu les magiciens qui font joujou toute la journée et qui font beaucoup de croissance, quoi. Dans le poids dans l'effectif, l'équipe grosse par rapport à l'équipe. Ouais, donc nous chez Spendesk, là on est 55 depuis lundi. Il va y avoir 15 personnes en tech. On va avoir, vous me corrigez si j'ai faux, on va avoir entre 5 personnes en product. On va avoir des personnes en design, des personnes en data. Nous, l'équipe grosse, on est 3, on passe à 8. Il y a 15 sales, il n'y a pas beaucoup de marketing, 4-5. Et après, il y a Customer Success. Et il y a combien de temps vous êtes créé? Nous, on est créé depuis juin 2016. 2016? Ouais.
Ça fait 2 ans. Ça fait ans et plus de demi. 2 ans, ouais. Ça allait très très vite. Jérémy, comment tu adaptes du coup ta stratégie, notamment cold emailing, avec la RGPD française? Ouais, donc c'était à la fin. Non, c'est très bien. Donc nous en fait, la GDPR, par contre, tu vois, si on parlait de l'éthique, c'est quelque chose qui est hyper important, c'est de se dire, moi la data que les gens créent via ma plateforme, donc tout ce qui est mes données de paiement, tout ce qui est données sensibles qui nous font confiance, ça je veux pas que ça fuite sur Internet et donc ça on est vigilant là-dessus. Donc la GDPR, je pense c'est hyper pertinent pour responsabiliser les grands acteurs, notamment Facebook ou autres, où c'était tout open bar et nos data, nos cartes de crédit circulaient en clair sur Booking et ainsi de suite. Donc je pense, je suis vachement pour la GDPR sur responsabiliser les gens qui ont de la data sensible et dire attention, c'est quand même de la data sensible, gardez-les. Donc nous on investit énormément là-dessus, donc notre data est très sécurisée. Par contre, sur ce qui est de la GDPR, de cold emailing et ainsi de suite, il y a un flou juridique qui est hyper important. Donc déjà, on ne sait pas si c'est interdit ou pas interdit. De deux, c'est est-ce qu'on a une morale ou est-ce qu'on n'a pas de morale? Moi, je suis persuadé que je vais aider les CFO à gérer mieux leurs dépenses. Et donc, je suis persuadé, et si pour ça, il faut que j'aille sonner chez eux, ou si je leur envoie un SMS personnalisé, ou si je dois leur envoyer un email, je le ferai parce que je suis persuadé. Et ça te dérange là aujourd'hui, ça te dérange pas et ça te dérange pas ton boss? Non, c'était un sujet, ça dérangeait nos avocats. Ouais. Donc ça ouais, c'est les avocats. Après, par contre, on a vachement réduit le nombre de emailing et on a beaucoup plus investi sur la qualité. Et on a une règle chez nous, c'est chaque email qui part, il doit être lisible par une seule personne. Ça veut dire qu'il doit être assez customisé pour que si je l'envoie à Vincent ou Aurélien, ce ne soit pas le même, alors qu'ils sont dans la même entreprise et qu'ils sont dans la même équipe. On investit vachement là-dessus pour que ça soit pertinent. Et après, oui, il y a des gens qui envoyaient 10 000 emails par semaine et on l'a fait à une époque où ça ne marchait pas. Et ouais, ça, on arrêtera de le faire. Mais comme je te disais, là, légalement, on s'en fout de la GDPR là-dessus. Pas trop d'alerte. Non, on va voir. Après, c'est un effet de chaîne parce que je pense que le vrai danger de la GDPR, c'est s'il y a nos fournisseurs ou s'il y a des personnes avec qui on travaille qui ne sont pas viables et donc qui se font shut down leur business ou qui laissent fuiter de la data personnelle. Là, ça peut être un risque. Donc, il faut faire attention avec les gens avec qui tu travailles, quoi. En parlant de ce que disait Mathieu, je sais que Doctrine, qui est une legal tech qui faisait beaucoup de gros hacking, ont été attaqués. Donc, est-ce qu'ils risquent beaucoup de choses? Je ne parlerai pas au nom de Nicolas, qui est le CEO de Doctrine. Doctrine, je crois que ça n'a pas été encore prouvé ce qu'ils faisaient ou autre, mais ils avaient pareil, ils sont, pour un peu faire l'avocat du diable, Doctrine, ils sont nouveaux dans un acteur qui est hyper compétitif. Donc, ils ont 3 acteurs, ça fait 25 ans qu'ils sont là et ils ont verrouillé le marché. Et donc, eux, ils sont là un peu pour les détruire. Donc c'est aussi pour ça que l'affaire Doctrine fait beaucoup de bruit. En 2 mots, tu peux peut-être présenter Doctrine? Doctrine, donc c'est le Google du droit. Donc vous avez accès à toutes les jurisprudences qui a été fait en France et donc ça permet aux avocats de trouver plus facilement l'information pour aider à guider leurs clients. Et ce qui leur est reproché, ça a été d'avoir fait des fausses adresses email avec, par exemple, les avocats s'appelaient cabinet Morel, ils appelaient ça cabinet Morel avec 2 L et ainsi de suite, et d'avoir demandé à l'État français des jurisprudences pour avoir la plus grosse base de données aujourd'hui de jurisprudence. Mais rien n'est prouvé, ils recrutent 60 personnes cette année, ils vont lever beaucoup d'argent et c'est une très belle équipe. Exactement. Bon, longue vie à eux. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui? On va parler d'objectifs et, Ouais. finalement de moyens de les atteindre. Aujourd'hui, les objectifs du Team Growth, on parle plutôt d'objectifs quali ou quantitatifs? Ouais, c'est assez marrant. Nous, on a un variable aussi dans les Team Growth qui est quanti et quali. Donc, on a des projets. Chaque membre de l'équipe doit sortir un projet épique. Donc, c'est un projet qu'on considère de 4 ou 5 sur une difficulté par mois. Et donc, il l'annonce au début du mois sur le projet qu'il va faire. À la fin, on regarde s'il l'a fait ou pas fait. Typiquement, tu vois, l'événement, nous, on avait des pourcentages qui n'étaient pas trop quanti, tu vois, c'était plus quali parce qu'on était indirect. Après, il y avait les sales sur place et ainsi de suite. Et après, on va avoir des objectifs hyper quanti. Donc, on distingue notamment, on doit créer des leads. Donc ça, c'est notre output metric, c'est combien de leads on a généré ce mois-ci. Et en fait, nous, derrière, par exemple, on a objectivé sur les input metrics. Donc, c'est de se dire, OK, je suis quand même indépendant de combien de leads je vais générer. Par contre, je sais que combien de nouveaux contacts j'ai mis à disposition des sales, combien j'ai dépensé d'AdWords ce mois-ci, combien j'ai eu de vues sur mes AdWords, combien j'ai converti mon website. Donc, en fait, on a l'objectif global qui est le nouveau revenu avec le nombre de leads générés. Et derrière nous, on a tous des input metrics pour impulser sur ce revenu-là. Donc, c'est comme ça qu'on maîtrise. On a les deux à peu près 40% quali et 60% quanti chaque mois. Ouais,
Vous avez beaucoup d'idées, vous en mettez beaucoup en place. Comment vous documentez, comment vous arrêtez pour que les nouveaux rentrants ils sortent pas de nouvelles idées que vous déjà sortez? Ouais, donc on utilise beaucoup d'outils. On utilise Workflowly, qui est un outil de notes que je vous conseille, qui est très simple. C'est un peu pour moi la seule appli de to-do list qui marche parce qu'elle est très épurée, donc du coup vous pouvez l'utiliser simplement. Donc vous avez une seule to-do avec 1 million d'items, donc vous pouvez tout mettre. Dès que vous avez une idée, vous la poussez là-dedans, elle sera forcément bien classée. Donc ça s'appelle Workflowly. Donc ce qui nous permet d'avoir tout ce qui est notre backlog, tout ce qui est nos idées, nos side projects, enfin tout ce qu'on réfléchit se met là-dedans. Deuxième, tout ce qui va être knowledge, on va le mettre dans Airtable. Donc Airtable, c'est un spreadsheet, on va dire, un peu on stéroïde, donc qui vous permet d'avoir, déjà qui est plus joli, qui vous permet de retrouver l'information plus facilement. Et donc dans Airtable, on va mettre tous les articles qu'on a lus, qu'on nous partage, on va les mettre là-dedans. On va mettre tout ce qu'on a fait aussi, donc toutes les expériences. Et après, pour chaque expérience, on écrit une note avec pourquoi on va le faire, le résultat, l'étape de la V1, la V2, la V3. Et on met tout ça dans un outil qui s'appelle Slide, qui est aussi une boîte eFounders. Donc je vous conseille, qui est un très beau produit et qui nous permet d'archiver sur les expériences. Après, comme on fait beaucoup de choses, il y a forcément des fois, parce qu'il y a des choses qui cassent et qu'il y a de la maintenance à faire. Et à ces moments-là, des fois, on est obligé de se remettre dedans. On n'a pas encore craqué le fait de, si demain vous nous rejoignez, de vous dire, ben voilà, on a fait ça en mars 2016, quoi, ou ainsi de suite, quoi. Bon, on investit énormément dans la documentation parce que je pense que c'est important pour apprendre de ses erreurs, notamment. Après chaque expérience, on fait une post-mortem note. Donc, qu'est-ce qui a raté, qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire, quoi. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Profitez-en. Et tu as une startup d'ailleurs qui propose des solutions d'onboarding pour les nouveaux. Je sais plus comment ça s'appelle, mais. Ouais, t'en as. C'est un programme d'onboarding dédié. Nous, pour les sales, on a mis WorkRamp. Donc en fait, c'est comme un petit mock en ligne où ils vont avoir un parcours à faire tous les jours avec des étapes à cocher, avec des petites vidéos, des petites documentations, des formulaires à remplir et tout ça. Donc nous, on a mis ça à WorkRamp et il y en a pas mal d'outils. Et c'est bien parce que ça vous devez, pour qu'il ressemble à quelque chose, ce guide, vous devez investir beaucoup de temps et donc ça vous fait remettre en question vos process et ainsi de suite, quoi. Et ouais, parce que l'onboarding est clé dans une boîte, quoi. Mais si on n'a pas un profil tech, on est foutu. Non, parce qu'il y a énormément d'opportunités. Tech, ça dépend pour qui tu veux travailler ou dans quoi tu veux travailler, quoi. En tech, en fait, la tech, il y a plus de portes ouvertes que de postes. Enfin, il y a tellement de postes et peu de candidats que nous, on accepte énormément de former et d'absorber énormément d'autres personnes. Si moi, je crée une start-up et que j'ai envie d'avoir plein d'idées, je peux avoir plein d'idées, je pense. Mais par contre, alors impossible de... Ouais, c'est l'exécution, je suis d'accord, c'est ce que je te disais il faut avoir un profil technique aujourd'hui pour mettre vie à ses idées, même si de plus en plus on arrive à le faire de manière un peu différente. Par exemple, ce qu'on avait en tête, tu vois, sur la landing page, on aurait pu le faire sans code, tout ce qu'on a fait à SaaStock. Parce qu'en fait, on avait fait un Typeform, donc un outil de formulaire en ligne. On l'avait un peu fait joli, donc ce n'était pas une belle landing page, mais au moins ça nous permettait de récupérer les informations. On avait mis derrière un Zapier qui envoyait les SMS. Donc tu vois, tu peux toujours trouver une manière. C'est un peu frustrant et souvent c'est pas beau et c'est un peu, on change son idée, mais tu arrives quand même à faire des choses sans avoir de profil tech. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils comme ça en ligne qui te permettent de le faire. Mais après, je suis d'accord, tu as toujours une frustration et c'est pour ça que j'ai appris à coder pour aller beaucoup plus loin et être surtout indépendant et donner vraiment vie à tes idées, quoi. Et du coup, c'est la formation dans le wagon, je me suis renseignée, mais en fait, on m'a dit que c'était pas de base un peu dans la tech ou que coder, soit tu vas hyper bien y arriver, soit tu vas rien capter, ça n'a rien fini dans le même temps. Non, moi c'était assez marrant. En fait, le wagon, vous allez tous rentrer avec un niveau différent, vous allez tous sortir avec un niveau différent. Donc ça va être un tremplin pour tout le monde. Et du coup, il y en a qui sont finis CTO de grosses boîtes à Paris. Et il y en a qui ont arrêté, qui ne reprendront plus jamais le code. Mais ils ont tous fait la formation, ils ont tous adoré la formation. Mais ils avaient plus de différents. Et par exemple, il y avait Yannick, c'était un peu un des personnalités de mon batch. Mais il était commercial dans l'industrie du carton. Donc il n'avait jamais ouvert un terminal de sa vie, jamais découvert ce qu'étaient les startups et tout ça. Et aujourd'hui, je crois qu'il est freelance en SEO et il guide les boîtes pour faire des bonnes landing pages pour l'optimisation. Et il a complètement bifurqué, il est en train de lancer une startup et tout ça. Donc il arrive à le faire, quoi. Et justement, le wagon, c'est très dur. Ça sera plus dur qu'un mec qui sort d'une école d'ingé et qui a déjà fait du code. Mais par contre, ça te donne les moyens et la formation est faite pour apprendre, quoi. Le wagon, en fait, ce que c'est un bootcamp. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un bootcamp, c'est-à-dire on prend des gens et on les fait devenir développeurs dans une techno bien précise pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est exact ?
Ouais, après, le wagon ne forme pas que des développeurs, c'est ça aussi la force. Ils forment des profils en marketing, ils forment des fondateurs d'entreprises. Il y a beaucoup de fondateurs d'entreprises qui vont là-bas pour, notamment, ils ont beaucoup d'idées, mais ils n'arrivent pas à le créer. Donc, ils vont aller au wagon créer leur premier MVP, donc leur premier prototype, pour après aller démarcher un CTO et avoir plus de crédibilité. Parce que quand tu as déjà un produit ou une interface, ou tu as déjà des clients, ben, ça permet de mieux convaincre un développeur. Je pense que c'est un métier à devenir, un vrai métier. Et je pense qu'actuellement, les gens savent pas ce que c'est. Et je pense que c'est l'avenir. Et je pense que c'est un métier. Et je pense qu'il y aura des bootcamps et des écoles qui vont se créer autour de ça. Il y en a beaucoup qui se créent. Le but, c'est surtout, je pense que la meilleure école, c'est rejoigner une boîte qui a des problématiques de croissance et travailler sur des vraies problématiques. Ça sera mieux que n'importe quel bootcamp. Super. Merci Jérémy. Merci à toi, Nicolas.